Vosfactures.fr, logiciel de facturation en ligne, procédure PDP, PA engagé, PayPal certifié, présente. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait vers le midi. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix du jour. C'était voilà. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h avec Philippe David. Ça va Philippe David? Ça va très bien Cécile. Qu'est-ce vous que connaissez vous très sentez brièvement l'histoire de cette, mais vous aussi, l'histoire de cette chanson. C'est Pierre Delanoë qui a vu sur un parking d'autoroute un couple qui se séparait à la fin des vacances en pleurant, et il a écrit les paroles, je crois, dans sa voiture. Oh, c'est joli, je trouve. Mais on va pas se séparer, vous. Non. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est vrai, c'est. Nous sommes inséparables, Cécile. Ouais, il aurait dû leur rendre tout cet argent. C'est ça, cadeau. Leur faire Ah mais il n'avait pas l'adresse. leur payer un voyage de réconciliation. En tout cas, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui au 0826 300 300. C'est Zach qui est avec nous. C'est un bon roman et c'est une belle histoire Oui. aussi. Zach, oui. Zach. Donc, oui, Zach, c'est vrai. Et on est ravis d'accueillir aujourd'hui autour de cette table Françoise de Gois qui est avec nous. Coucou les amis, coucou. Voilà, c'est ça. Chacun sa chanson. Jean-Christophe Couvi est avec nous, secrétaire général du syndicat de police Unité. Bonsoir. Bonsoir, et puis meilleurs vœux à tout le monde. Meilleurs vœux, depuis oui. le début de l'année, c'est la seule fois où je viens là, depuis 2026. Bah, il était temps. Ouais, bah oui, c'est ça. Vous étiez où? Borderline. J'étais partout ailleurs sauf là. Ouais, C'est ce qu'on dit quand on est en prison, en général. C'est ça. J'avais pas de bracelet GPS, mais j'étais là. Jean Dorido, docteur en psychologie. Et mais qu'est-ce qui vous arrive? Bonsoir Jean. Qu'est-ce qui C'est quoi m'arrive? cette coupe de cheveux là? Mais c'est parce que c'est l'émotion, là. Je suis tellement content de vous voir, Cécile. Ça me. On dirait. Ça te capilloterait. Non, c'est mon coiffeur qui est dedans contre moi. Ouais, c'est voilà, ça. alors, C'est qu'est-ce pas que une vous dent, voulez c'est toute la dentition. faire. Et là, c'est le râtelier complet. Franchement, avoir des cheveux et faire ça avec, Ouais. c'est pas un cadeau. Je suis d'accord avec Jean-Christophe. Mais j'ai des cheveux, les amis. Eh oui. On dirait mon chat quand il est énervé. Est-ce que vous avez noté le fiel et la jalousie? Avoir des cheveux et faire ça avec Merci, le François. dépit, la frustration. Merci de ton Parce que soutien. tu as vraiment une chevelure absolument magnifique. Ah, mais ça, c'est vrai, ça, non, mais c'est la sympa. réalité. Ah, bah voilà. La chevelure étant quand même un symbole très fort de plein de choses. Merci de le rappeler, François. Ça fait plaisir. Je reviendrai. Françoise est sympa avec vous, ça ne durera pas. Je vous le dis. Si, pour ça que j'en mais profite. il a Non, de mais très très beaux cheveux, c'est vrai. Comme la calvitie est un signe de masculinité. Oui, allez, ça y est, Non, mais c'est parti, la théorie, Françoise, la elle fait comme Maïté, elle testostérone. attendrit la viande avant de mieux la découper. C'est excellent, il est en forme, le flic. Ça va, ouais. Il est en forme de quoi? Je sais pas. En tout cas. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a Vous allez ce la soir? faire. On peut y aller, on peut sérieusement travailler. Bah non, parce que on là, a envie de raconter des barres eh comme ben, ça. vous on avez a bien le droit. raison. Puisque se On en a joue besoin. pour l'instant des choses au gouvernement et en tout cas à l'Assemblée nationale. Sébastien Lecornu qui a annoncé hier engager la responsabilité de son gouvernement ce mardi par le 49.3 pour faire adopter la partie recette du budget de l'État. La France Insoumise et le Rassemblement National ont donc annoncé le dépôt d'une motion de censure. Et on vous pose cette question, les socialistes sont-ils de retour au pouvoir? Eh bien vous dites non à 54%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et moi je dis que ce budget n'est pas socialiste, non, il est carrément marxiste. Que dit Françoise de Gois? Oh, bien sûr que les socialistes sont au bois. Mais non, il est à peine rose pâle, mon ami, rose pâle. Allez. Si ça avait été moi, il y aurait du Zuckman. Oui, ben on verra. Jean-Christophe Couvi, qu'est-ce qu'il dit lui? Une question, c'est pourquoi ils ont déjà quitté le pouvoir? Ouais. Jean Dorido. Dans les socialistes au pouvoir, c'est un vieux fantasme de gauche, et ma foi, qu'il C'est déjà continue arrivé, t'es au tous courant, de quand même. oui, T'es déjà au ça courant. devait être socialiste que le nom, Ne pour me le coup. l'énervez pas tout de suite. La question du soir à 18h10, Donald Trump qui durcit la pression sur les Européens réunis au forum économique de Davos en début d'après-midi. Emmanuel Macron a pris la parole appelant à une Europe forte, notamment sur le plan militaire. Et on vous pose cette question, Donald Trump a-t-il un comportement de voyou? Eh bien vous dites non à 52%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et moi je pense que les USA sont passés d'un président sénile à un président atteint de démence sénile. Jean-Christophe Couvi. Ben moi je dirais que non, il n'est pas voyou parce qu'il est en train de changer le nouvel ordre mondial conformément à la stratégie nationale de sécurité. Eh ben on verra. Jean Dorido. Je pense que c'est un monsieur très brutal qui a un comportement de voyou, qui a fréquenté les mafieux un bon bout de temps. Il a gardé des traces, oui, manifestement. Françoise de Gois. Oui, bien sûr, voyou et dangereux.
Et à 17h50, vous le connaissez, le bon Flavio, notre chasseur d'arnaque. Je pense qu'aujourd'hui, vous connaissez les vis cachés ? Bah écoutez. Oui, bonjour, je vous appelle pour la voiture à vendre, toujours disponible ? Oui, bonjour monsieur, oui, encore à vendre. Oui, j'ai pas bien compris, il y a marqué voiture à vendre avec vis cachée. C'est exactement ça, monsieur. Ouais, mais c'est quoi les problèmes de la voiture ? C'est quoi les vis cachées ? Ben, si je vous dis les vis cachées sont plus cachées après. Je sens que ça va être un bon cru encore celui-ci. Allez tout de suite, soyez les bienvenus. Tout de suite, le grand débat du jour. J'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Je pense que faut être humble, c'est un semi-succès, semi-échec. Alors je le fais avec un regret déjà parce que j'ai conscience que je suis obligé de revenir sur ma parole, mais en même temps pour tenir parole il faudrait que je m'entête et pour s'entêter on finirait par dire que je suis têtu et je ne veux surtout pas, vous l'avez bien compris, avoir l'ego mal placé et être source de désordre. Je prends sur moi ce texte de compromis puisque plus personne ne veut complètement l'endosser. Les vraies voix Sud Radio. Et les socialistes, sont-ils de retour au pouvoir, Philippe ? Eh bien, pour le moment, vous dites non à 54%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et direction l'Isère, à Saint-Jean-de-Bournay. Et c'est Romain qui est avec nous. Bonsoir, Romain. Bonsoir, Romain. Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à vos auditeurs. Bonsoir, Romain. Romain, les socialistes sont-ils de retour au pouvoir, selon vous ? Alors, je pense que très sincèrement, ils ne l'ont jamais réellement quitté. Je vais m'expliquer pour 2 points. Déjà, ce sont les socialistes qui ont enfanté la Macronie, donc on pourrait indirectement penser que, en fait, ils n'ont jamais quitté le pouvoir. Surtout, je vais beaucoup plus loin. Aujourd'hui, l'État profond français, en gros, tous ces gens invisibles qui sont les petites mains et les cerveaux qui gèrent la France depuis des décennies et des décennies, tous ces gens-là sont gangrénés par la culture socialiste. Donc, me dire que les socialistes ont un jour quitté le pouvoir pour le reprendre maintenant, non, ce n'est pas audible. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les socialistes ne représentent en France, par rapport à l'électorat, je m'entends, et par rapport à la population française, ils ne représentent plus personne. Les socialistes ont fait 1,75% aux dernières élections présidentielles. Ils doivent leur siège de députés essentiellement au Front républicain, au Front populaire. Enfin, je ne sais plus comment ils ont bien voulu appeler cette scène de théâtre aux dernières législatives. C'est à ces gens-là, c'est à ce cinéma qu'on doit les sièges à l'Assemblée aux socialistes. Donc en fait, ces gens ne représentent rien. Ils sont majoritairement responsables de la destruction de la France et de la disparition de la France, de l'effacement de la France, et ils sont pourtant à tous les postes de pouvoir, et surtout dans l'ombre. Donc en fait, je pense que oui, les socialistes, ce sont eux qui ont la main sur la France, et si on veut sauver notre pays, je pense qu'il faudra vite se débarrasser de cet État profond qui justement tient si mal le pays. Ok, Romain, elle se gratte la gorge là, je pense qu'elle est partie comme une balle. Non, vous avez oublié qu'on a cassé le vase de Soissons, Pearl Harbor, c'est les socialistes aussi. Je pense que les grandes pyramides aussi. Écoutez, c'est vraiment, j'entends ces mots, l'État profond, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires, tous les gens qui sont dans l'ombre, les francs-maçons, c'est ça l'État profond. Mais enfin, vous voulez, moi j'ai tellement travaillé pour l'État et j'ai tellement croisé les hauts fonctionnaires, je peux vous dire que la moitié des hauts fonctionnaires de ce pays sont de la droite, bien droite et bien républicaine, et de plus en plus d'ailleurs de l'extrême droite. Et vous en avez une autre partie qui est du centre et social-démocrate. Vous savez, l'État profond, ça n'existe que dans le fantasme. Ça existe dans le fantasme. Je vais vraiment aller jusqu'au bout. Ensuite, je termine sur les socialistes sont-ils de retour au pouvoir? Ils ne pèsent rien. Vous êtes tout le temps en train d'imaginer que les socialistes ont été élus par un coup de baguette magique grâce à Jean-Luc Mélenchon, mais l'inverse est tout à fait vrai. Et vous avez dans ce pays des gens qui ont dit non à Marine Le Pen et à Jordan Bardella. Donc vous ne pouvez pas insulter les Français en disant ce théâtre, personne n'a été mettre des flingues sur la tempe des gens pour aller voter et faire le Front républicain. Après, il dit ce qu'il veut. Mais la réponse de Romain dans quelques instants. Voilà, je réponds. Romain, vous bougez pas. On attend votre réponse. On fait une petite pause. On revient dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on revient sur cette question avec autour de cette table Françoise Degois, Jean-Christophe Couvi, Jean Dorido et Romain qui était avec nous il y a quelques instants, qui va revenir bien entendu sur cette question. Les socialistes sont-ils de retour au pouvoir, puisque le Premier ministre Sébastien Lecornu va recourir à l'article 49.3. Vous l'avez appelé Recornu. Moi j'adore Recornu. On l'avait décorné, il est recornu. On l'a recorné. Parce qu'il revient encore une fois. C'est ça. J'ai un problème avec les noms, vous le savez, vous commencez à le savoir maintenant. Je sais. Romain, vous vouliez répondre et dans un instant François sera avec nous, vous vouliez répondre à Françoise Degois. Ouais, déjà me parler de fantasme, je trouve que c'est un petit peu méprisant, voilà, parce que, enfin, si aujourd'hui on non, c'est pas méprisant. Ça n'a rien de méprisant. C'est pas méprisant. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que il faut confronter la vie de quelqu'un qui est en gros commentateur politique au quotidien et depuis très longtemps à la vie des citoyens. Et si aujourd'hui vous sondiez vraiment la population française, je mets ma main à couper qu'une grande majorité d'entre elles est d'accord avec ce que je vous dis. Attention quand même. Je crois pas du tout, Romain. Vous savez que les élections me donnent raison. Je termine. Oui. Dernière chose, le Parti socialiste définitivement sont des traîtres. Je m'explique. Aujourd'hui, on a un Premier ministre qui ment sur une parole qu'il a donnée il y a 3 mois au peuple français. La mission du Parlement, qui n'est que la représentation nationale, devrait donc être de témoigner son désaccord avec le mensonge du Premier ministre. Aujourd'hui, je termine encore une fois, aujourd'hui on a un gouvernement totalement illégitime, on a 90% de la France qui veut voir partir le président. Je pense que la mission principale des parlementaires, ce sont d'exprimer la colère des Français. Et aujourd'hui, la censure, c'est une évidence. Ne pas censurer ce gouvernement, c'est donc trahir le peuple français. Romain, bougez pas, 0826 300 300 avec François qui est avec nous, qui nous appelle de Saint-Germain-en-Laye. Bonsoir François. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir à toute l'équipe de Revoix. On vous écoute François. Oui, alors en fait, les socialistes sont-ils de retour au pouvoir? Alors pour moi, alors je veux dire oui, mais j'ai quand même très largement nuancé mon propos. Ils sont de retour au pouvoir avec un tour de force qui me semble incompatible avec les valeurs démocratiques qu'ils sont censés ou qu'ils incarnent, soi-disant. En termes de députés, je reviens tout à fait avec ce que disait Romain. Il y a 61 ou 66 députés. Faut pas oublier qu'aux dernières élections législatives, il y a eu 80 désistements des LFI au second tour. Donc on peut pas dire que leur représentation soit légitime dans ses proportions à l'Assemblée nationale. Ensuite, est-ce que incarner le pouvoir, pour moi, ça veut dire aussi être responsable quand on voit un petit peu l'augmentation des impôts qu'il va y avoir, la trajectoire de la France globalement. Je trouve que moi j'ai des enfants, personnellement, moi je suis catastrophé de voir comment la trajectoire évolue. C'est toujours entre guillemets, je fais partie des Nicolas qui paye et qui n'est pas représenté. Donc si vous voulez, moi je suis un petit peu dégoûté de ce qui se passe, franchement, je vous le dis honnêtement. Et pour finir... C'est pour ça qu'on vous laisse la parole, c'est pour ça qu'on vous... Oui. Mais en fait, ouais, c'est gentil. Vous, en plus, Sud Radio, c'est les vraies voix, parlons vrai. Donc, je vous dis la vérité du fond du cœur. C'est vrai. Et enfin, les socialistes, entre eux, moi, j'ai rien contre la social-démocratie, mais j'ai tout contre les mensonges. Et au niveau social, je veux quand même rappeler un chiffre, c'est que le taux de pauvreté explose en France. Il y a environ 8,4% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est quand même énorme. C'est une trajectoire qui n'a cessé d'augmenter depuis les années 2000 notamment. Et jamais les socialistes n'ont réussi à inverser la tendance. Ni social, ni démocratie. Alors, François, vous permettez, Romain, parce qu'on va faire quand même un tour de table. Jean Dorido, pas trop longtemps, parce qu'on a très peu de temps. Une fois n'est pas coutume, moi je vais quand même soutenir nos amis socialistes. Je trouve Romain et François très sévères, notamment sur ce mensonge de monsieur Lecornu. Il y a un principe de réalité quand même qui s'applique. Et ça fait une centaine de jours que la France n'a pas de budget. Il s'était engagé, il a fait de son mieux. Et jusqu'à maintenant, le fonctionnement démocratique de nos institutions, il est respecté. Et c'est le jeu parlementaire. Et donc, on sait ce que c'est, l'émotion de censure. Ça passe ou ça passe pas. Et il a réussi, avec quelques négociations, à manifestement faire passer ce budget. Et je trouve que c'est au contraire quelque chose d'assez admirable et c'est à souligner. Je vais vous faire un sujet de philo. Vaut-il mieux avoir un mauvais budget ou pas de budget du tout? Vous avez 4 heures. Donc, c'est vrai qu'il avait promis de ne pas avoir recours au 49.3, mais que c'était certain, c'était cousu de fil blanc, que personne ne se mettrait d'accord. Et donc, on a eu droit au 49.3. Alors, moi, Françoise a ri quand j'ai dit que pour moi, ce budget était marxiste. Pourquoi? Parce que Marx disait,
pour tuer le capitalisme. Une seule solution, des impôts, toujours plus d'impôts. Et ce budget, si, c'est toujours plus d'impôts. Ça n'est pas le 8 cas. milliards pour les entreprises, déjà. Bien sûr, alors c'est pour ça que je m'inscris en faux, 8 milliards pour les entreprises. Oui. Mais pas justement pour empêcher que les impôts augmentent pour 200 000 particuliers. Qui sont sérieusement. Qui seraient rentrés dans les impôts. Qui seraient rentrés dans les impôts si on avait. Jean-Christophe Couvi n'a pas parlé encore. Pardon. Non. Je dis alors, ce qui est compliqué de toute façon, c'est que c'est la première fois qu'on voit depuis 2 ans où on a une Assemblée nationale qui n'a pas de majorité, il n'y a pas une grosse majorité qui se dessine. Donc du coup, vous avez les 3 tiers. Et donc du coup, vous devez négocier, c'est le consensus. Et c'est la première fois que ça arrive. Et Le Cornu, moi je vois ça de l'extérieur, c'est quelqu'un quand même d'assez rusé. C'est-à-dire qu'avec son air de bien y toucher, mine de rien, il connaît les forces en présence, il arrive à négocier et trouver un chemin de passage qui est étroit, qui ne fait pas plaisir à tout le monde forcément, parce qu'après tout le monde aussi dans les postures, mais il y a des positions à tenir. Et moi je fais la différence entre des positions et des postures. Et certains hommes politiques sont dans la posture. Voilà, maintenant il faut aussi trouver une voie, dégager un budget. Et nous, par exemple, la fonction publique, on a besoin d'avoir un budget, sinon on ne peut pas se projeter dans cette année. Françoise. Oui, et je trouve que les socialistes, en l'occurrence, ça s'est fait avec un tandem, 2 hommes, un qui est à gauche et l'autre qui est à droite, c'est Sébastien Lecornu et Olivier Faure. Donc voilà, ils ont travaillé, ils ont avancé sur un chemin. Moi, je pense, je suis pas d'accord avec Philippe sur l'idée qu'il vaut mieux pas avoir de budget du tout pour les mêmes raisons. Il faut un budget. Donc moi, je réponds à la question. Et par ailleurs, vous savez, la pauvreté, j'entends tout ce que vous dites, mais ça fait quand même quasiment 10 ans que la gauche n'est pas au pouvoir. Donc je ne peux pas, mais je peux pas entendre moi des critiques qu'on peut faire à la gauche. Ça fait 10 ans qu'elle gouverne pas. Excusez-moi, Macron vient du PS, Elisabeth Borne qui a été vous savez très bien, mais écoutez, le nombre d'anciens socialistes. Écoutez, Philippe, j'en ai un peu marre, si vous voulez, de ces étiquettes. C'est comme quand on présente Éric Nolot comme un mec de gauche, etc. Emmanuel Macron, il est de gauche comme je suis archevêque. Il a mené une politique de l'offre pendant 10 ans avec Bruno Le Maire. Tout son gouvernement était de droite et libéral. Regardez le résultat. On ne peut pas faire le reproche à la gauche. Nous ne gouvernons pas. Voilà, je suis désolé de vous le dire. Excusez-moi, dire que ce gouvernement est de droite. Mais bien sûr qu'il l'est. Mais vous permettez que je termine. Alors que sur le régalien, il s'est ramassé sur tout. Ça n'a rien à voir avec vous. Ils sont mauvais en tout. Ils mettent les inconvénients de la gauche et les inconvénients de la droite. C'est ça le problème de Macron, c'est qu'on nous disait que c'était le meilleur de la gauche, le meilleur de la droite. C'est le pire de la gauche et le pire de la droite. Rien sur le régalien. Mais on n'est pas responsable de ça quand même, François Hollande. Macron est quand même responsable. Mais moi, est-ce que la gauche est responsable de ça? Eh ben voilà, excusez-nous. Je dis que dire que Macron est de droite, c'est faux. Macron, il n'est pas de droite. Macron, c'est le pire de la gauche et le pire de la droite. Est-ce qu'il a réussi? Qu'a réussi la droite sur le régalien? Qu'a réussi Nicolas Sarkozy sur la sécurité? S'il vous plaît, Françoise. Romain, on vous écoute. Encore une fois, je trouve que vous êtes franchement très caricaturaux. Aujourd'hui, le Parti Socialiste, je l'englobe avec les LR, je l'englobe avec les centristes. Okay. Attendez, laissez-moi terminer. C'est ce que j'appelle aujourd'hui l'extrême centre, c'est-à-dire cette social-démocratie qui englobe à la fois, on va dire, des valeurs très à gauche, une politique économique très libérale et on va dire un laxisme généralisé dans les institutions publiques qui aujourd'hui est très très problématique. Moi, aujourd'hui, j'appelle ça l'extrême centre. Et pour moi, ce qu'il y a de plus dangereux dans notre pays actuellement, c'est cette extrême centre. Vous mettez Bruno Retailleau là-dedans? Mon ami, est-ce que vous mettez Bruno Retailleau? Vous dites les LR. Est-ce que vous mettez sérieusement Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez dans cet extrême centre? Sérieusement, c'est pas possible ce que vous dites. Justement, dans leur choix politique, quand ils ont eu les postes ministériels, ils étaient dans cet extrême centre. Aujourd'hui, ils jouent avec l'ambiguïté patriotique et Rassemblement national, justement par électoralisme. Mais on sait pertinemment qu'une fois au pouvoir, ces gens-là auront une vision extrême centriste, encore une fois social-démocrate. C'est cette vision mondialiste, européiste que nous propose l'Union européenne, que nous proposent tous les gouvernements successifs depuis Sarkozy et même depuis François Mitterrand. En fait, c'est une seule et même vision du monde. Je suis désolé de vous le dire, mais depuis 80, on a des dirigeants qui ont une seule et unique vision du monde et jamais personne ne nous a proposé une alternative. On a une petite réaction. Oui, non, je comprends mieux les propos de Romain qui dit qu'il englobe
Europe, PS, LR, Centre, etc. C'est un fait, Macron, on peut lui reconnaître quelque chose, il a complètement dézingué le paysage politique français. Une Mersenne, je n'y retrouverai pas, c'est petit comme on dit. Retailleau quand même, qui était vraiment le héros avec un H des LR, qui a été ministre de l'Intérieur, qui n'a quand même pas fait des étincelles. Il a tout brouillé. Merci en tout cas Romain, merci François, vous restez avec nous. On fait une petite pause et puis on revient dans un instant. Seul contre tous avec nos amis Jean-Christophe Couvi, de quoi parle-t-on ? Moi, je vais vous parler de la présomption de légitime défense qui est un leurre, parce qu'il y a une loi qui va être votée dans 2 jours. C'est plutôt la présomption de l'usage de l'arme pour les policiers qu'il faut voter. Voilà, vous avez perdu nos auditeurs, mais on expliquera tout. Et vous, Françoise de Goua. Eh bien, l'Europe est puissante, c'est pas un nain sur l'épaule d'un géant et elle va le dire à Trump. Allez, on fait une pause, on revient dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Présente, madame la, mais moi je suis au premier rang, nanana, avec Jean Dorido. Yes. Méfiez-vous de ne pas aller au radiateur. J'y suis souvent au radiateur. Jean-Christophe Il y en a Couvi. qui aiment bien être attachés au radiateur des fois. Oui, c'est ça. Quel gourmand, c'est incroyable. Tout à l'heure, Jean-Christophe, on va travailler d'abord. Il est que dans Le premier le truc qu'on nous demande à chaque fois, c'est t'as des menottes, t'as des menottes. C'est fou, Non mais c'est vrai, c'est souvent ça, c'est toujours en tout cas. Et encore, et je tiens à signaler que c'est pas drôle parce que les menottes ça fait super mal. Ça fait super mal, vaut mieux prendre ça à la main. Ça fait très mal. Je vous le dis. Quand on en met, on les teste. Ah bon? Ah bah oui. Mais vous les mettez, mais quand vous les mettez, mais dans quel cadre vous mettez des menottes? Calmez-vous. Dans quel cadre mettez-vous des menottes, Cécile de Ménibus? Que cette phrase avec vous la casquette, accompagne la dans votre matraque et chambre. tout. Ah ouais. Jean Dorido est avec nous, docteur en psychologie. Et puis, vous savez, c'est le moment de jouer avec Sud Radio. On va vous offrir un bon d'achat de 200 € pour le site Le Vent à la Française. Le Vent à la Française crée des accessoires élégants, fabriqués artisanalement en France. Vous allez pouvoir en offrir. Vous pourrez donc sélectionner des bracelets durables à la symbolique forte inspirée de la rose des vents. C'est très joli. Vous allez sur le site Le Vent à la Française. C'est une marque de style, qualité, d'engagement responsable et ça c'est bien. Donc pour ça, vous allez envoyer un SMS sur lequel vous allez écrire Sud, S-U-D, et vous allez l'envoyer au 7 20 18. 7 20 18 et ce cadeau sera pour vous. Mais tout de suite, seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Et là, il va y avoir du poil d'arraché, là, je vous le dis. Jean-Christophe est avec nous. Du poil, oui, du cheveu, non. J'allais le dire. Mon cher Jean-Christophe Couvi, il va falloir être extrêmement didactique. Oui, je sais. Parce que c'est très compliqué, mais passionnant. Voilà. Donc pour l'instant, joyeux Noël et bon courage. Donc j'y vais là, je sors les rames. Tu vois, il est 17h32, tu peux aller jusqu'à 18 à peu près. Le 22 janvier, il y a une proposition de loi sur la présomption de légitime défense, notamment pour les policiers et les forces de l'ordre intérieures. Bon. Ce qui implique qu'on partirait du postulat que quand vous êtes en état de légitime défense, en fait, c'est à la partie adverse de prouver que c'est vous qui avez mal utilisé votre arme, etc. Sauf qu'en fait, c'est pas le bon véhicule législatif. Et encore une fois, c'est pas ce qu'il faut viser. Donc nous, on a expliqué aux législateurs qu'il faut en fait une présomption de l'usage de l'arme. Parce qu'en fait, le code de sécurité publique intérieure, le CSI, prévoit justement quand est-ce qu'on doit utiliser les armes. Et c'est là où les policiers sont en difficulté parce que normalement, les magistrats, en fait, une fois que vous utilisez votre arme, c'est réglé. Vous avez l'usage de l'arme dans le cadre de la loi et on ne devrait pas vous mettre en garde à vue, etc., etc. Parce qu'on a l'utilisation de l'arme de façon légitime. Et en fait, vous devriez agir en état justement de il ne faut pas faire la différence entre légitime défense. La légitime défense, c'est pour tous les citoyens, pas que pour les policiers. C'est pour ça qu'on a créé l'article L435-1 en 2017. Qui est à part. Je vais vous donner un exemple très simple. Un terroriste dans la rue tire sur des personnes. Avant, avec la légitime défense, le fait qu'il recharge son arme, vous n'avez pas le droit de le neutraliser, parce que vous n'êtes pas en danger, ni il met en danger personne. Avec le L435-1, donc là, vous pouvez le neutraliser alors même qu'il recharge son arme parce qu'il a fait un parcours meurtrier. C'est toute la différence et ça sécurise normalement les policiers. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on le voit tous les jours dans les médias, dès lors qu'un policier fait usage de son arme, il est systématiquement mis en garde à vue. Derrière, les magistrats
c'est des magistrats normaux qui ne comprennent souvent rien à l'usage de l'arme parce qu'ils n'ont jamais tenu ni une arme dans une main, ils n'ont jamais assisté à une intervention, par exemple dans un milieu dégradé de nuit avec l'usage sonore, du stress, etc. Et en fait, après, on passe, à la casserole. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est changer ce statut des policiers et avoir des magistrats spécialisés, comme pour les magistrats spécialisés dans l'antiterrorisme. C'est pas changer le statut, c'est faire un statut ad hoc. Ad hoc, voilà, pour les forces de l'ordre. Et par exemple, on a les magistrats spécialisés. Voilà. Dans les voilà, bravo. Bien. On a des magistrats spécialisés, notamment dans le domaine financier, l'antiterrorisme et là le narcotrafic. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pour justement l'usage des forces intérieures? Françoise D. C'est compliqué de contrer ça parce que vous parlez de 2017, c'est Bernard Cazeneuve qui introduit, c'est la gauche justement qui introduit cela pour, déverrouiller un petit peu l'usage de l'arme qui est très codifié. Moi je trouve ça formidable que dans une démocratie, l'usage de l'arme par les policiers soit quelque chose d'extrêmement vicié. Donc déjà il me semblait que 2017 c'était un plus pour vous, notamment ça vous donne par exemple le droit, par exemple de tirer, si on est concret, je dis peut-être une connerie, mais ça donne le droit, je crois, de tirer par exemple pour immobiliser une voiture. Par exemple, est-ce que cette loi déjà vous donne ce droit-là que vous n'aviez pas? Non, mais que vous n'aviez pas avant. Donc je n'arrive pas à comprendre vraiment quel est le plus que vous demandez parce que je trouve que c'est déjà assez élargi. Je trouve votre. Là, il vient de donner un argument ou un exemple qui est probant. En fait, le plus, c'est que systématiquement, quand un policier fait usage de son arme dans le cadre de ses fonctions, systématiquement pour le magistrat, c'est un suspect. Donc vous voulez un parquet spécialisé. Exactement, des magistrats spécialisés qui savent ce que c'est qu'une arme, utiliser une arme et le cadre de la loi de l'arme. C'est pas la loi que vous voulez changer, vous voulez une création ad hoc. En fait, certains veulent changer la loi. D'accord, vous, c'est pas ça. Vous dites, vous voulez laissez-le parler. En disant qu'il y a une présomption de légitime défense, mais en fait, ça s'applique pas encore une fois qu'aux policiers, ça s'applique à tout le monde. Et nous, ce qu'on veut, c'est protéger les policiers juridiquement. Et donc, dès lors qu'on fait l'usage de notre arme dans le cadre de la loi et en service, il nous faut un magistrat spécialisé. Et surtout, c'est qu'on n'a pas à se justifier en garde à vue. On est là, on peut être très bien entendu en tant qu'auditeur libre, parce que justement, on a fait une action dans le cadre de notre fonction. Et il me semble qu'on a quand même un système qui est plutôt bien fait au niveau de la justice, notamment avec les règles de la garde à vue, qui là aussi c'est ultra codifié, il y a la présence d'un avocat, etc. Et en termes ne serait-ce que de communication, je dirais, pour le grand public, ça me semble difficile aujourd'hui de dire un policier va pouvoir tirer sans être mis en garde à vue. Il me semble que c'est plutôt sain quand même pour le fonctionnement démocratique. Les policiers ne sont pas suspects, tout le monde les respecte et même nombreux sont ceux qui les soutiennent et qui les aiment. Maintenant, on a quand même des zones. Non, c'est pour faire la lumière justement sur ce qui s'est passé vraiment. C'est consigné, c'est écouté, c'est filmé. Il y a un avocat. Donc, si vous voulez, c'est quand même le meilleur moyen justement de faire en sorte que tout le monde soit bien traité. Les policiers le savent bien, eux qui mettent quand même pas mal de personnes en garde à vue. Et il y a quand même de telles tensions aujourd'hui entre les forces de l'ordre et justement des populations criminelles. Je pense que de dire il y aura plus de garde à vue quand un policier fait l'usage de son arme, ça me paraît quand même chaud de le faire passer et même de le demander. Les magistrats utilisent la garde à vue effectivement pour faire baisser la pression vis-à-vis de la pression médiatique, etc. Et en fait, ça ne sert pas à ça. Vous êtes en audition libre. C'est-à-dire que le policier qui a fait usage de son arme dans son acte de policier de service qui est encadré par la loi, il est à disposition de la justice, pas besoin de le mettre en garde à vue. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et quid de la police municipale, ils ont quand même des flingues aussi. Non, moi je suis plutôt partisan de la présomption de légitime défense pour les policiers parce que je pense que les policiers ont le droit de se défendre. Et ça, c'est quand même quelque chose. D'accord, mais ne passez pas la case garde à vue, c'est compliqué. La garde à vue comme le kidam moyen, c'est pas trop mon truc. Mais la légitime défense, c'est quand on vous s'attaque à vous. Là, dans le cas. Là, je suis bien d'accord. Quand je pense qu'un terroriste qui rechargeait son arme. Non, mais c'est fini ça. C'est fini. Depuis 15-9, c'est fini. Merci la gauche. Merci bravo la gauche. On ne comprend rien de ce que vous dites. Mais en fait, c'est pas la présomption de légitime défense, c'est pas la légitime défense qui visait, c'est l'usage de l'arme des policiers. C'est ça. C'est compliqué, mais très intéressant. Par exemple, quand un policier se fait caillasser, vous avez le droit de répliquer, par exemple, avec un lanceur de balles de défense. Ça, c'est la légitime défense. Jean-Christophe, vous avez aussi des bavures. Vous savez très bien. C'est fini, parce que sinon on va passer des
des journées. Avec vous, Françoise, l'Europe est-elle aussi forte que Trump? Oui, je pense, et j'en veux pour preuve la réaction aujourd'hui et le discours que j'ai trouvé assez ferme. Bon, il est bon dans ce domaine, Emmanuel Macron, c'est vraiment le dernier espace qui lui reste, et je pense qu'il l'occupe très bien. Sa réponse à Davos aux nouvelles menaces cette nuit de Donald Trump, taxer le champagne à 200%, eh bien, nous serons fermes et personne ne nous menacera, et nous n'avons pas à accepter les menaces de Donald Trump. Et je pense que c'est assez fort parce qu'assez réel. Je pense que l'Europe, et je suis sûr, a un dispositif anticoercitif extrêmement puissant qui va permettre de taxer. Il y a déjà des projections qui sont faites. Boeing à 25%, les jeans, etc. Le whisky qui va également, si Trump va trop loin, exclure les entreprises américaines de tous les appels d'offres européens. Donc on monte dans l'échelle des perroquets. J'ai trouvé Macron ferme et calme en disant en gros à Donald Trump, tu te calmes et on va discuter. Et je pense que nous avons raison de prendre cela très au sérieux, car le Groenland, c'est un tournant véritablement historique. Si l'Europe se laisse faire sur le Groenland, c'est terminé. C'est bizarre que Macron soit parti alors qu'il arrive demain. Mais bon, il l'a fait exprès. Moi, je crois pas à la force de l'Europe. Regardez, dès qu'il y a eu des menaces de sanctions commerciales, les 15 militaires allemands ont quitté le Groenland, ce qui est à pleurer de rire. Non, c'est pas tout à fait la raison. Je sais que c'est votre argument, mais ça n'est pas tout à fait la raison. Il y a 200 militaires américains au Groenland. Je termine le truc. Vouloir résister à l'Amérique, déjà sachant qu'ils ont tous des avions américains et que tous les 48 heures faut renouveler l'ITAR, sinon ils sont cloués au sol. Je ne crois pas du tout à la force de l'Europe. Jean Dorido. Je n'ai pas envie de nous casser le moral. Moi, j'aimerais beaucoup, comme Françoise, croire à la force de l'Europe. Je pense qu'hélas, l'Europe est extrêmement faible. Philippe David vient de le rappeler. Déjà, sur le plan militaire, ça a été n'importe quoi depuis des années. On paye aujourd'hui les erreurs de l'Allemagne, notamment, qui depuis 1945 n'a des yeux que pour les USA. Et aujourd'hui, et c'est un fait, ils appuient sur un bouton, les F-35, il n'y en a aucun qui décolle. Même la Grande-Bretagne n'est pas autonome sur le plan du nucléaire. C'est-à-dire que si les USA ne veulent pas que la Grande-Bretagne dispose de l'arme nucléaire, eh ben ils n'en auront pas. Nous sommes les seuls en France à disposer d'une puissance nucléaire de façon souveraine et indépendante. Et on peut rappeler quand même que le général de Gaulle avait fait quitter la France de l'OTAN pour qu'on reste justement une grande puissance indépendante. Et aujourd'hui, on paye la facture. Non, mais oui, ça veut dire que quand vous parlez tous les deux, vous êtes dans l'idée d'une confrontation militaire qui évidemment n'arrivera jamais. Il est effrayant, ce gars-là, quand même. C'est la menace de Trump, c'est une menace verbale. Pour moi, la menace, elle est avant tout commerciale. On est à 200% sur les champagnes. Connaissez-vous le prix d'une coupe de champagne, par exemple, à Washington aujourd'hui? Hélas, je n'ai jamais eu le plaisir d'en offrir à personne là-bas. Voilà, c'est du vol. Une coupe de champagne déjà, et 280, 300 dollars la bouteille de champagne actuellement aux États-Unis. La menace sur les champagnes, depuis 2019, on la connaît. Donc, il ne faut pas craquer. Il n'y aura pas de confrontation militaire avec Trump. Mais non, mais c'est une confrontation d'argent. Jean-Christophe Couvi voudrait parler. On est passé. On est pas. En fait, l'Europe doit se réveiller. C'est très bien. On prend un grand coup sur la caboche. Tout à l'heure, j'en parlais aussi sur notre plateau. Je disais que c'est comme une table de ping-pong. L'Europe, c'est le filet, et il y a la Chine et les États-Unis qui jouent au ping-pong. Et de temps en temps, on se prend une balle dans la figure, dans le filet. Donc c'est exactement ça. On est au milieu et on regarde les balles voler. On est passé d'un monde de coopération depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale à un monde de confrontation. C'est la nouvelle règle. Maintenant, c'est ça, on est confronté. Et donc, du coup, l'Europe peut réagir sur 4 piliers. C'est sa sécurité, son énergie, c'est l'alimentation et la santé. Et si on retrouve ces 4 piliers-là et qu'on redevienne aussi une des fondamentaux, c'est la productivité, la production. Alors aujourd'hui, on est des consommateurs et on est des normateurs. C'est-à-dire qu'on fait que des normes. On en crève d'ailleurs. On est productifs. L'Allemagne et l'Italie sont les deuxième et quatrième puissances. Nous, on est un pays musée. On est un pays musée. On nous visite. On vient prendre des balles de vacances. On va à la plage. Je l'ai dit dans un seul contre tous il y a quelques jours, pour défendre nos viticulteurs que les Américains n'importent plus. Supprimons le dry January et comme ça, ce sera un geste patriotique. Je les conseille. Pas mal. Merci les amis. C'est bien quand ça se termine aussi. C'est désagréable. Quand même, on monte le niveau du débat. Je peux être désagréable. C'est que vous avez un petit côté Ursula von der Leyen avec ça. Et avec les bretelles façon Munich, la fête de la bière. Elle n'a pas de ceinture, mais elle a des bretelles.
Attention à vous, c'est moi qui gère les micros. Je dis ça bien. Ah non, c'est Maxime. Et elle a testé les menottes. J'ai testé les menottes. Je sais les mettre, les mettre aux autres. Avec la bouboute. Allez, vous restez vous restez avec nous. Dans un instant, on reviendra sur cette commission mixte paritaire concernant l'avenir des ZFE qui se tient en ce moment même à l'Assemblée nationale. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vraie voix Sud Radio. 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table, vous pouvez pas les manquer, hein, c'est ceux qui gueulent le plus fort. Françoise Degaut est avec nous, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Police Unité, Jean Dorido, docteur en psychologie avec Philippe David, bien entendu. On vous accueille jusqu'à 19h avec Zach qui nous attend au 0826 300 300. Tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et la commission mixte paritaire concernant l'avenir des ZFE se joue en ce moment même à l'Assemblée nationale. Y aura-t-il encore des ZFE en France? Pour en parler, Pierre Chasseret est avec nous, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Pierre, bonjour. Bonsoir. Bonjour Cécile, je fais honneur au plateau, moi aussi je vais un petit peu entre guillemets gueuler. Voilà, c'est très bien. C'est pour ça qu'on vous a fait venir, il en manquait un. Donc on s'est dit tiens, si on appelait Pierre. Les ZFE, les zones à faible émission des centres-villes, est-ce que ça peut disparaître définitivement, Pierre Chasseret? Oui, ça peut. Alors, il faut savoir quoi, la minute où on se parle en ce moment, c'est la commission mixte paritaire, c'est-à-dire des députés, des sénateurs qui vont trancher parce que le Sénat avait maintenu les ZFE et que de son côté, l'Assemblée les avait cassés, c'est-à-dire supprimés totalement. Donc là, les députés et sénateurs se réunissent, ils vont tenter de se mettre d'accord sur un texte. J'ai bon espoir, évidemment. Pour moi, j'attends qu'une chose, c'est enterrer les zones à faibles émissions. Ce sera bien mais il faut les enterrer, ces zones à faible émission, parce qu'elles sont injustes. On va avoir la nouvelle qui va tomber dans la soirée. J'espère véritablement que ça restera un très mauvais souvenir pour ceux qui se sont peut-être précipités à changer leur voiture trop tôt, malheureusement. Oui, malheureusement. Pierre Chasseret, est-ce que ça veut dire que il y aura une interdiction totale ou quand même certaines communes pourront les garder? Comment ça va s'organiser? Alors, les scénarios, c'est quoi? Les scénarios, premier scénario, l'Assemblée nationale et les sénateurs disent on arrête tout. Si on arrête tout, aucune ville ne pourra mettre en place un système de coercition. De coercition, ça sera pas possible puisque il n'y aura plus de base légale à la création de la zone à faible émission. En revanche, on a la possibilité, même si à l'intérieur de cette commission mixte paritaire, je vais vous quand même vous rassurer, on a déjà tous les parlementaires qui ont souhaité abroger totalement les ZFE qui sont présents. Je pense à Pierre Meurin, le député Rassemblement National, qui est à la base notamment et à la baguette pour supprimer ces ZFE, parce que ce n'est pas un sujet politique, c'est un sujet de société, avec Yann Boucard, député Les Républicains, qui a porté le texte de suppression des ZFE. Donc j'ai bon espoir. On a un Sénat qui est quand même à droite, l'Assemblée nationale, les députés de droite ont réussi à faire supprimer des ZFE avec l'appui notamment d'une partie de la gauche. Ça sent bon quand même, ça sent bon pour la suppression. Pierre Chasseret, pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de ça, même si on n'en a pas entendu beaucoup parler ces derniers temps, quel est l'impact aujourd'hui pour l'automobiliste ? C'est facile. Alors les ZFE, faut quand même le rappeler, oui effectivement, c'est l'interdiction pour tous ceux qui avaient un véhicule essence d'avant 2011 ou diesel d'avant 2006 de pouvoir rentrer dans les cœurs de ville des métropoles. Voilà, c'était ça les ZFE. L'impact, certains l'estiment, vous savez, il y a toujours les estimations selon la police et puis selon les organisateurs. Alors certains veulent l'estimer à 1 million, 1,5 million, parce qu'ils ne prennent en considération que ceux qui habitent dans la zone à faible émission. Ce qui est, pardonnez-moi, et ça y est, je vais gueuler, une connerie sans nom, puisqu'en fait, on est tous amenés à traverser une grande ville, une grande métropole à un moment donné. Si on prend sa caisse, on n'est pas sur place. Les chiffres, c'est grosso modo, allez, on va dire aujourd'hui 12 millions de voitures qui seraient concernées. Un quart du parc roulant, c'est colossal. Bah oui, c'est colossal. Et ça pénalise des pauvres gens qui habitent loin des centres-villes. Quand ils voient une voiture qui roule, ils peuvent plus aller en ville. Terminé. Les jeunes qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule neuf, important. Les familles qui n'ont pas les moyens de changer leur voiture, tous ceux qui prévoient, je sais pas moi, qui prévoient un achat immobilier, qui ont d'autres priorités dans la vie que de changer leur voiture qui fonctionne parfaitement, ça touche tout le monde. Et je voudrais parler aux égoïstes. À ceux qui disent, moi je trouve ça bien les ZFE parce que ma voiture, elle passe. Je voudrais qu'on pense à nos enfants,
nos petits-enfants, ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter cette voiture-là, ils ne pourront pas venir nous voir dans les ZFE. Donc il faut que ça tombe, cette connerie. Mais je peux vraiment dire un mot, Pierre, j'entends tout ce que vous dites, mais la réalité c'est que vous savez que c'est inéluctable, que nous devons absolument, on va aller de plus en plus vers ce monde sans bagnole. Vous savez, on parle tout le temps de Paris. Mais écoutez, non mais laissez-moi, on n'a pas le temps de faire un tout le temps débat, de Paris, je vous amène dans toutes les capitales du monde, je pense à Rome où je vis, etc. On est en train d'interdire partout les voitures dans le centre-ville. Mais écoutez, me dites pas non, ça c'est la réalité. Allez, ça c'est la réalité. Pas de débat, on n'a pas le temps. C'est la réalité, vous pouvez pas dire non, ça c'est un mensonge. Démontrez-moi. Bah non, Pierre. Bon, je suis désolé. merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. Malheureusement, on peut pas faire un vrai débat. Il n'y a pas que l'Europe dans la vie. Mais moi, je vous parle de l'Europe, et je vous parle de Tokyo, par exemple. Vous ne pouvez plus rouler en bagnole dans le centre de Tokyo. Françoise, on n'a plus le temps. Voilà. C'est loin, Tokyo, en même temps. Merci beaucoup, Pierre Chasseret. On reviendra bien entendu dès que la sentence sera tombée. Et tout de suite, le bon Flavio, chasseur d'arnaque. Bonsoir, Flavio. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ah oui, écoutez, très bien. Je me dis, il a encore trouvé une annonce un peu bizarre quand même. Hein. Exactement, un peu plus que bizarre même. C'est une voiture à vendre. Oui. Avec des vis cachées. D'accord. Mais bon, en général, les vis cachées, on ne sait pas qu'un véhicule est vendu avec des vis cachées. Là, pour le coup, le vendeur était assez particulier, pour un peu trop honnête. Enfin, honnête, malhonnête. Enfin, vous allez faire vous voyez tout seul. Comme ça, on écoute. Allô? Oui. Oui, bonjour, je vous appelle pour la voiture à vendre, toujours disponible? Oui, bonjour monsieur, oui, encore à vendre. Oui, j'ai pas bien compris, il y a marqué voiture à vendre avec vis cachée. C'était exactement ça, monsieur. Ouais, mais c'est quoi les problèmes de la voiture? C'est quoi les vis cachées? Si je vous dis, les vis cachées sont plus cachées après. Oui, mais vous savez quels sont les problèmes de la voiture? Enfin, du moins, quels sont les vis cachées? Oui. Et pourquoi pas le dire? C'est un risque à prendre, monsieur, mais au moins je vous aurais prévenu qu'il y a des vis cachées. Si jamais quand je viens voir la voiture, je ramène une valise de diagnostic, c'est que j'effectue un diagnostic du véhicule pour voir quels sont les problèmes, ça vous dérange pas, du moins je peux. Non, monsieur, dans ce cas, vous allez connaître quels sont les vis cachés de la voiture. Ouais, enfin, c'est comme si je vous dis que je viens avec un faux chèque de banque pour vous payer. Enfin, ça se fait pas trop, non? Ah, ça c'est vous qui le dites, c'est pas moi, monsieur. Bon, je vais réfléchir et puis si jamais je vous rappelle, ça m'intéresse. Hein. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne journée, au revoir. On dirait un sketch de Raymond DeVos, tu sais, un truc de fou. Ouais. Non, mais c'est pas vrai. Bravo. C'est une annonce sérieuse. Bravo, mais derrière tout ça, ça engage quand même la responsabilité du vendeur. Hein. Ah bah oui. Parce que si derrière, après, vous avez un accident et qu'effectivement, il y avait des vraies vis cachées et qu'il y a un dépôt de plainte, non, mais même s'il prévient, il est quand même responsable. On ne fait pas n'importe quoi. Bah oui, mais une maison, vous l'achetez en l'état, mais pas un véhicule à moteur. Un vis caché doit rester un vis caché. Flavio, pardon. C'est le vendeur le plus honnête des malhonnêtes. Ah oui, c'est ça. Mais je crois qu'avec un vendeur comme ça, il faut bien resserrer les boulons. Elle est bien. Oh si, elle est bien. Oh bah si, elle est bien. C'est une affaire qui roule. Flavio, bien entendu. Le Bon Coin Flavio à retrouver sur Instagram, bien entendu, en podcast chez nous, à réécouter sans modération. Et j'ai envie de dire, à chaque fois que je vous dis la même chose, Flavio, vivement demain. Oui. Flavio, vivement demain, 17h50. Donc, merci. Restez avec nous. On fait une petite pause et on revient dans un instant avec le coup de gueule de Philippe David. Est-ce qu'il y a des vis cachées? Non, c'est mieux que ça. Parce que pour moi, ceux qui ont manifesté contre un élevage de saumon m'ont fumé. C'est un festival. Bravo. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pour votre plus grand plaisir, nous vous annonçons l'arrivée de Jean Dorido, docteur en psychologie, et Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police Unité, qui pourra vous montrer comment mettre des menottes. Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio. Qui pourra vous montrer comment vider les caisses de l'État, puisque c'est une gauchiste. Merci de le reconnaître. Non, c'est une blague. Ça progresse. Cécile, je me dis que finalement ce trio est très bon, parce qu'en fait, il y a Françoise Degois qui a un côté un peu voyou, la police
disent qu'il arrête et l'expert psychiatre. C'est parfait. Là, il y a du boulot. Pour le psychiatre, il y a du boulot là. Dans ton univers, en fait, il n'y a pas d'avocat, il n'y a rien. Moi, je prends... Ah non, mais moi j'ai mieux. Je prends de Ménibus comme avocate, je vous la lâche au mollet, vous allez. Vous n'allez pas être déçus. Vous n'allez pas être déçus. Comme serveuse chez Maître Canter. C'est ça. Les amis, c'est le moment de jouer avec Sud Radio. On vous offre un très joli bon, très grand bon d'achat, puisque est lourd, 200 € pour le site Le Vent à la Française. C'est des accessoires élégants fabriqués artisanalement en France. Vous allez donc pouvoir sélectionner des bracelets durables à la symbolique forte inspirée de la rose des vents. Le Vent à la Française, c'est une marque qui allie du style, la qualité et l'engagement responsable. Et nous, on adore avec Sud Radio. Donc vous allez pouvoir envoyer ce SMS à Sud, S-U-D. Vous l'envoyez, vous composez le 7 20 18, le 7 20 18 par SMS et bam, c'est vous qui le ramenez à la maison. 200 €, c'est beaucoup, beaucoup d'argent quand même. Ça fait des jolis cadeaux. Et tout de suite, un autre cadeau, c'est Philippe David. Les vrais voix Sud Radio. En or. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village situé du côté de la Pointe de Grave dans la Gironde, puisqu'il s'agit du Verdon-sur-Mer. Pourquoi le Verdon-sur-Mer? Parce que c'est là qu'un projet piscicole d'élevage de saumon qui serait ensuite transformé en saumon fumé, et que celui-ci se heurte aux écologistes qui ont manifesté dimanche contre ce projet. Un projet intéressant puisqu'il créerait des emplois et que la demande en saumon fumé est énorme en France puisque nous en consommons environ 300 000 tonnes par an. Mais il y a un petit problème. Sur les 300 000 tonnes environ que nous consommons, nous n'en produisons que 300 tonnes, c'est-à-dire 0,001%. Le reste étant importé de Norvège, d'Écosse ou encore d'Irlande. Inutile de dire que notre déficit commercial dans ce domaine est énorme et que une ferme qui en produirait 10 000 tonnes, comme le projet de Pure Salmon, serait une bonne chose, tant en termes d'emplois directs qu'indirects, et résorberait un tant soit peu notre déficit commercial qui est immense. Mais les écologistes sont contre et manifestent. Il nous reste à espérer que le projet du Verdon-sur-Mer ne finisse pas noyé sous les recours des écologistes, comme celui de Plouisy dans les Côtes-d'Armor, à côté de Guingamp. En effet, un autre groupe piscicole, Smart Salmon, envisageait d'installer un autre élevage piscicole pour y faire du saumon fumé, avec un objectif de production de 8 000 tonnes par an et une centaine d'emplois à la clé. Un projet passé par pertes et profits vu les oppositions, en particulier des écologistes. Et tant pis pour les emplois directs et indirects, les recettes fiscales et sociales, la réindustrialisation et la croissance économique. Le plus drôle est que parmi les personnes qui manifestaient dimanche en Gironde, nombre d'entre elles étaient à mon avis foncièrement opposées au Mercosur au nom de la lutte contre la malbouffe. Mais comme on ne peut pas produire en France du fait de leur volonté, on importera quand même de la malbouffe sans avoir les emplois et les avantages inhérents. Comme disait Bossuet, Dieu se rit des créatures qui déplorent les effets dont elles continuent de chérir les causes. Oui, ça a l'air sur le papier extrêmement argumenté. Vous avez raison sur les emplois, etc. Le problème, vous avez oublié en fait le principal producteur, en fait, c'est le Chili, et oui, ça devient encore plus fou. Moi, j'ai visité les fermes à saumon dans le sud du Chili, c'est délirant. Moi, j'en ai visité en Irlande. Non, mais c'est délirant en fait. Et moi, je comprends très bien pourquoi les écologistes s'opposent. Vous avez vu tous les warnings et les red flags sur la menace environnementale de la production de saumon et la menace sur les saumons eux-mêmes. Il y a un reportage incroyable, papier, qui a été réalisé sur la souffrance vraiment des saumons, la façon dont ils sont élevés, enfin c'est l'équivalent de la ferme des 10 000 vaches, des 1000 vaches, la façon dont ils sont élevés, etc. Les transmissions de maladies et les transmissions de maladies à l'homme. Donc moi j'entends ce que vous dites sur le court terme, vous avez raison. Sur le moyen et le long terme, il faut absolument arriver à réglementer ça. Vous savez que le saumon, c'est la marchandise, c'est le poisson le plus échangé au monde. Et on a un problème avec l'OMS maintenant. On a une alerte maintenant de l'Organisme mondial de la santé sur ce poisson-là. Donc je comprends qu'on puisse mettre des bémols. Pardon. Oui, non, mais enfin, c'est un fait que si vous voulez, c'est 300 000 tonnes de saumon par an consommées en France. Oui. C'est vrai que il faudrait quand même trouver des solutions parce qu'effectivement, c'est bourré d'antibiotiques, c'est bourré. Et les poissons souffrent, c'est l'enfer pour eux, en fait. C'est effrayant pour eux. Là, le souci, c'est que tout est stérile du coup. Il y a une initiative
l'initiative qui est prise, du coup, c'est bloqué par les écolos, et du coup, il se passe rien, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est quand même vraiment enquiquinant, pour ne pas dire autre chose. Et qu'on puisse manger quand même des bonnes choses de qualité, à un prix abordable, et made in France. Manger de la truite, par exemple, la truite des Pyrénées délicieuse. Parce que je peux vous dire qu'avec le Mercosur, ils vont pas se poser la question. Exactement. Encore une fois, ils en feront peut-être pas au Chili, mais ils en feront ailleurs. Non, c'est vraiment le Chili en Amérique latine, je vous assure. Mais le problème, c'est que certains pays ne se posent pas la question, et nous, encore une fois, on va normer. Alors c'est normal qu'on protège, mais encore une fois, il faut accompagner. Aujourd'hui, on n'accompagne pas les entreprises. On parlait des ZFE tout à l'heure. Les ZFE, je veux dire, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on met une règle et on ne pense pas aux gens pour les accompagner. Et ensuite, on regarde comment ça fonctionne. Et après, on se dit merde, on a fait les cons, on est allé trop vite, et en fait, on n'a pas vu. Voilà. Et on revient en arrière. C'est comme les gens qui disent on manque d'œufs et on importe du poulet brésilien, mais qui veulent pas qu'il y ait de nouveaux poulaillers. C'est quand même un fait. Même si on est à ISO qualité, quand même, quand on pense qu'il y a on fait venir du saumon du Chili. On marche sur la tête. On a quand même et en plus, c'est fou, ça. même pas à la nage. C'est ça qui est dingue. Non, mais c'est important de le souligner. On veut décarboner les centres-villes. On veut décarboner les centres-villes. Et on importe des saumons du Chili. On importe du saumon du Chili. Elle a dit c'est fini, Cécile, en fait. Elle a dit c'est, mais comme personne m'écoute, je n'ai aucune autorité aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Merci mes amis, ce coup de gueule à retrouver bien entendu en podcast sur Sud Radio avec grand plaisir. Écoutez-les plusieurs fois, vous verrez, il y a des choses intelligentes. Pas de tous, mais il y a des choses intelligentes. La question, la question du soir dans un instant. Donald Trump qui menace d'imposer de 200% de taxes sur les vins et champagnes français après le refus d'Emmanuel Macron de rejoindre son conseil de paix. Et on vous pose cette question. Donald Trump a-t-il un comportement de voyou? Eh bien, vous dites non à 58%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Débat intéressant dans un instant, tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons voix Sud Radio. 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et cette joyeuse bande du jour, Jean Dorido est avec nous, docteur en psychologie, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police unité, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio, Philippe David, Maxime, Zach, toute l'équipe, François Libourneau, Antoine, voilà, et j'en ai oublié un, et Antonin. Voilà, je savais bien qu'il m'en restait un, mais il est caché derrière la console. Oui, Antonin. Ils sont là, ils sont capables de faire du bruit. Hein. Voilà, c'est ça. C'est le moment d'applaudir, les gars. Allez. Voilà, quelle ambiance. Il a fini sa croissance, Antonin, oui, c'est bon. Là. Oui, c'est ça. Non, lève-toi, t'es de l'être mou, on va rester ici alors. Oh là là, les vannes des années 80, au secours. Mon Dieu. Il s'est passé des trucs depuis, hein, genre. C'est vrai. J'étais sur la planète Mars. Le mur de Berlin est tombé, ouais. 89. Voilà. Bon, allez, tout de suite la question du soir. L'Amérique change de visage aujourd'hui. Hello Washington and hello America. We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth and we are going to make America great again. Et Donald Trump a-t-il un comportement de voyou, mon cher Philippe? Et on vous pose cette question, vous dites non à 58%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Alors sur cette la menace d'imposer 200% de taxes sur les vins et champagnes français, Françoise Degois, est-ce que vraiment il va aller jusqu'au bout de sa menace? Non, déjà, vous savez, les taxes, c'est l'obsession de Trump. Déjà en 2019, j'écoutais un producteur de champagne qui disait nous, c'est toujours nous. Les menaces de Trump, c'est toujours sur les vins et sur les champagnes. Déjà en 2019, il menaçait, etc. Vous savez qu'on a 27 millions de bouteilles de champagne qui sont exportées. Donc c'est énorme. C'est tout à fait énorme. Donc c'est vertigineux. Donc la menace, évidemment, est réelle. Mais la réalité, si vous voulez, c'est qu'il faut toujours faire la part du bon grain et livrer avec Donald Trump. Il monte sur l'échelle des perroquets, il monte le Groenland, je ne lâcherai pas, jusqu'au moment où, évidemment, il va lâcher. Il met du rapport de force. Je pense que si l'Europe répond, hier matin, nous étions dans l'attente de la réponse de Merz, et Merz est très clair et très ferme avec Donald Trump aussi. Donc je pense qu'il a un comportement de voyou, plutôt de mafieux, mais ça répond en face, donc ça va. 0826 300 300, c'est Didier qui est avec nous. Bonsoir Didier. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue, vous nous appelez de Nîmes. Quel temps fait-il à Nîmes? Pluvieux. Ah bah d'accord. Ah bah tiens. Bah c'est plus jeune ici. Il fait...
Elle est bien, elle est bien. Les années 80, merci. Bah oui, 84. C'est les années 70. Allez, Didier, blague de folie. Didier, votre avis sur ce que propose, en tout cas ce que veut imposer Donald Trump? C'est une évidence qu'il veut se conduire comme un voyou. Il faut quand même bien dire qu'à partir du moment où on menace les gens et où on veut à tout prix leur extorquer de l'argent, c'est quand même pas des choses qui sont normales. Vous avez raison sur ce point-là. Bougez pas, Didier. Nathalie qui est avec nous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. De Juvisy sur Orge. Bienvenue sur Sud Radio, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Est-ce que c'est un voyou, oui et non? Ok. Merci Nathalie. C'est un voyou sans doute, mais c'est un rapport de force qu'on ne tient pas. Alors c'est peut-être un voyou sans doute, mais nous on n'a pas trop de coronesses non plus, donc voilà, il fait tente. ce qu'il a à faire. Voilà, il tente. Bougez pas Nathalie. Laurent est avec nous de Toulouse. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, on vous écoute. Merci pour votre accueil. Je dirais un petit peu comme Nathalie, dans le sens où si nous, on l'insulte ou si on considère que c'est un voyou, c'est qu'on se victimise, on dit qu'on est automatiquement donc les victimes. Donc on est les moins forts, donc on est les lâches. C'est pour ça que je considère que c'est pas Trump qui est voyou, je considère que c'est nous qui sommes faibles. C'est différent. Intéressant. Merci d'abord à tout le monde qui nous appelle. Je reste encore aujourd'hui un peu sidéré par le pouvoir de séduction de la brutalité. C'est quand même un grand classique, on voit ça dans les films, plus ou moins comédie romantique, le voyou, vous savez, la puissance des séductions du bad boy, vous voyez, le parrain, le type brutal qui tue les gens. Alors qu'en fait, ce sont des personnes qui n'ont aucun principe, qui n'ont aucune valeur. Et là, on voit bien ce que fait Trump. Il est en train quand même de désorganiser le monde entier qui était basé, c'est vrai, sur la coopération, sur la bonne volonté des uns et des autres. Et je respecte les avis, évidemment, de chacune et de chacun. Mais maintenant, pardon, Jean, le fait qu'ils disent que ça n'est pas un voyou à leurs yeux ne veut pas dire que c'est bien non plus. Non, simplement de parler de coronesse, par exemple. On est dans le champ lexical des voyous. On ne va pas comparer la taille de ses attributs, vous voyez, enfin quel rapport avec des échanges commerciaux qui permettent à chacun de prospérer, si vous voulez. Et c'est vrai que j'ai le sentiment, je peux me tromper évidemment, que ça reste encore séduisant, la brutalité d'un type comme ça. En plus, il a le physique qui va avec, et ça marque les esprits positivement. Quand on voit ce qu'il a posté sur les réseaux sociaux cette nuit, c'est-à-dire le Groenland, le Canada, alors au Canada ça réagit dans tous les sens, et le Venezuela recouvert du drapeau américain. Mais à quand les chars américains qui défilent dans Ottawa, Montréal et Toronto? Mais vous avez vu on est chez les fous. Attends, Jean-Christophe. Quand vous lisez justement la stratégie nationale de sécurité des États-Unis qui est sortie en novembre 2025, tout ça c'est annoncé. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train. En fait, Trump, il a été élu par le peuple américain pour le peuple américain. Il est en train juste de donner de la verticalité au rôle du président des États-Unis. Les États-Unis, c'est que de l'horizontalité. C'est-à-dire qu'en fait, il a moins de pouvoir à la rigueur que le président de la République. Et donc il est en train de reprendre ce pouvoir, et quelque part ce qui se passe en ce moment, c'est une révolution en interne. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est un constat. Nous on a fait notre révolution en 1789, le peuple a pris le pouvoir. Mais là en ce moment, le peuple est en train de prendre le pouvoir et le donne. Et il fait fi effectivement de toute la coopération internationale, parce que lui il veut un gros bloc, et c'est le bloc, c'est les États-Unis et toute l'Amérique, y compris l'Amérique du Sud, contre la Chine et ses alliés. Allez, 0826 300 300. Didier, qu'est-ce que vous auriez fait? On a envie de comprendre en se disant, quelle est la réaction que nous devrions avoir, français ou même européens, selon vous? Mais il faut qu'elle soit aussi ferme que ce que Trump nous propose. Lui, il veut imposer des frais de douane. Moi, je pense qu'il faut qu'on supprime les importations des États-Unis. D'accord. Il faut arrêter McDo, il faut arrêter General Motors, il faut arrêter toutes ces conneries qui viennent de là-haut. Après vous arrêtez McDo, il y a quand même beaucoup d'emplois aujourd'hui en France. McDo, McDo, c'est des entreprises françaises, c'est des franchisés. On peut faire un French burger, c'est pas mal aussi. Oui. Moi, je suis par rapport à ce que vous dites absolument. Je pense que il faut rendre coup pour coup, et de toute façon, il va s'arrêter très vite. C'est-à-dire que l'idée de l'Europe d'abord les États-Unis, le plus grand marché de débouchés, c'est l'Europe. Il ne peut pas faire sans nous. Il peut tourner, virer, être sur son réseau, comme le dit Philippe, raconte des horreurs toute la journée. La réalité, c'est que si l'Europe décide, par exemple, de sortir toutes les entreprises américaines des appels d'offres, c'est déjà entre 60
60 et 100 milliards de pertes par an pour les États-Unis. Si on commence à taxer les produits américains, idem. Moi, j'entends tout à fait tout ce qui est dit et ça provoque en fait une réaction tout à fait saine. Vous parliez du Canada, Philippe. Vous avez vu ce qui s'est passé cet après-midi à Davos. Bien sûr, le Premier ministre canadien et Emmanuel Macron se sont parlé. Le Canada va nouer des partenariats avec la Chine. Voilà ce qu'il est en train de faire, Donald Trump. Quant à l'idée qu'il fait une révolution, aujourd'hui, 74% des Américains, sondage après sondage, disent nous ne voulons pas de cette politique-là extérieure. Trump n'est pas en train de se renforcer. Il s'effondre au sein de son pauvre pays. On voudrait faire. Nathalie, qu'est-ce que vous feriez en face? Qu'est-ce que je ferais en face? Ouais, en face de ça. Qu'est-ce que vous pourriez préconiser, vous? Mais de faire face? Je sais pas. Absolument, mais enfin, on est en train de vendre tous nos fleurons français. Oui. Nous ne sommes pas forts et on a l'impression de découvrir ce que font les Américains, mais ils ont toujours fait ça. Mais bien sûr. Parce que Trump est un peu plus truculent. Bien sûr. Mais enfin, ils ont toujours fait ça. Déjà Wilson, à l'époque de la guerre de 14. Attendez. Mais quand ils ont mis quelqu'un de chez Alstom en prison comme otage pour qu'on revende à Alstom à General Electric, c'est ce qu'ils ont fait. Bien sûr. Mais oui. Donc je ne comprends pas cette découverte soudaine. Et en termes de brutalité quand même, pendant le Covid, je crois que, si j'ai bonne mémoire, les gens qui n'étaient pas vaccinés se sont fait traiter de sous-citoyens. Oui, c'est vrai. Bougez pas, Nathalie. Ça n'a rien à voir avec envahir le Groenland quand même. Liliane est avec nous au 0826 300 300 qui nous appelle de Grenoble. Bonsoir Liliane, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir Liliane. J'ai entendu toutes mes réflexions. Alors c'est vrai que son comportement, on peut dire qu'il est, oui, on peut traiter de voyou, mais par contre j'ai entendu que il agissait avec séduction, mais dans la brutalité. Oui. Alors pour moi c'est deux mots différents parce que la séduction c'est essayer de mettre du beau pour piéger. Et ce qui est monstrueux, c'est venir avec ses gros sabots. Alors peut-être qu'il joue sur les deux tableaux, hein. Et moi, il me semble pas que non, c'est la culture américaine. Je crois qu'on ne faut pas oublier. Il y a quand même une notion d'impérialisme derrière qui ressort et qui est flagrante là. Je crois qu'il s'en cache plus. Par contre, est-ce qu'on peut dire que c'est un voyou quand on voit, ne serait-ce que des fois dans notre pays, certains comportements face aux gilets jaunes, face à certaines personnes? Est-ce qu'on n'est pas aussi dans le même comportement, voilà. Alors après, le mot qu'on a utilisé avec Philippe David est volontairement un petit peu plus... choisi, mais voyou, parce que les Américains appellent leurs ennemis les rogue states, les États voyous. Donc on s'est dit, le mot voyou, finalement... Rogue Nation, mission impossible. Rogue Nation, bien sûr. Il est voyou dans son comportement, il est grossier dans son tempérament, il est de toute façon poursuivi pour corruption, il est jusqu'à l'os dans l'affaire Epstein. Donc, je veux dire, la liste est longue de Donald Trump et... L'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie et la fascination pour ce type de personnage, effectivement, me laisse rêveuse, mais c'est tout à fait humain. Non, puis on va vite se rendre compte avec les midterms au mois de novembre, en fait. Là, c'est le jugement de paix. On va les supprimer, tu as vu. Il veut les supprimer, mais bon, pour l'instant... Il envisage même de rester président après son deuxième mandat. Merci beaucoup. Merci Liliane, merci Didier, merci Nathalie, merci Laurent. Vous restez avec nous dans un instant. Un de nos auditeurs sera nommé ministre et ensuite le qui c'est qui l'a dit du jour. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table, Jean Dorido, docteur en psychologie, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio, Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat Police Unité, et Philippe David, bien entendu. Et si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et là, en l'occurrence, c'est si vous étiez Premier ministre groenlandais. Patrick de Paris est avec nous. Bonsoir, monsieur le Premier ministre du Groenland. Bonsoir, Cécile. Et bonsoir toute l'équipe. Qu'est-ce que vous parlez bien français? On sait dire que ça, en fait, en Groenland. Nuuk, la capitale. Nuuk. Voilà. Monsieur le Premier ministre du Groenland, quelles seront, en tout cas, vos propositions?
Ben écoutez, moi déjà, je rappellerai des choses simples et qui parleront d'ailleurs au peuple américain, qui est dans son ADN sur la liberté, le respect des droits fondamentaux, de la démocratie. C'est ça qui a guidé les pères fondateurs de ce pays. Oh, c'est beau déjà. Je rappellerai que le Groenland a beau être que de 50 000 habitants, ces habitants n'ont pas moins de droits qu'un autre pays du monde à s'auto-gérer et à s'auto-administrer, et qu'on est très heureux jusqu'à présent. Que jusqu'à présent, nous avons toujours collaboré avec les États-Unis, que pendant la guerre froide, nous avons eu plusieurs bases militaires sur le Groenland et que ça là s'est bien passé parce qu'il y avait une vraie logique de défense commune contre à l'époque le bloc soviétique. Donc on n'est pas en dehors du monde, mais nous sommes aussi dans notre monde, notre culture est multimillénaire. Et donc, moi, ce que je ferai un tour des États-Unis pour aller par exemple au Congrès et parler directement aux élus américains. J'irai voir des Indiens d'Amérique, des Amérindiens, pour quelque part expliquer quel est notre point de vue, et je pense qu'ils seraient d'accord avec nous, et faire comprendre aux États-Unis et à ses habitants surtout, que nous avons peut-être d'autres façons de vivre. Chez nous, les grandes propriétés, l'accumulation de richesses sont pas le plus important. On n'est pas piloté par ça. On est très attaché, par exemple, à la sécurité sociale, au fait d'avoir des écoles publiques gratuites, de vivre dans nos coutumes, de respect de notre culture qui est millénaire, et que nous avons réussi à bâtir avec le Danemark un partenariat. Aujourd'hui, on n'appartient pas aux Danois. On fait partie comme un peuple autonome du Danemark. On va voir comment on va évoluer au fil du temps pour s'en émanciper le plus possible. Mais ça, c'est parce que les habitants du Groenland veulent aller dans cette direction-là. Et donc, quelque part, nous sommes aussi légitimes qu'un Américain pour son pays à décider ce qu'il doit faire. Et nous sommes légitimes pour décider ce que nous devons faire pour le Groenland. Alors, bravo, Patrick. J'ai envie de dire bravo. Bravo, Patrick. Et j'ai envie de dire, j'ai juste envie de dire que Maxime, notre réalisateur, a raison. Dans un parfait français. Je voulais dire que je suis tombé amoureuse d'une Française un jour. Et Patrick, j'allais vous dire que votre plaidoyer, c'est Inuit. C'est celle que je voulais faire. Et elle m'a fait signe, non, c'est moi qui vous lisez dans ma pensée. Et vous aussi, espèce de grand malade. David sort de ce corps. Non, c'est non, n'allons pas jusque-là. Non, mais c'est d'une Il n'y a pas la place. C'est d'une. Mais qu'est-ce que c'est cette émission? C'est bravo, quel plaidoyer, je pense. Et vous avez émis, honnêtement, Patrick, au-delà, d'abord, votre plaidoyer est absolument magnifique parce que vous comprenez très bien le Groenland et l'esprit Groenland. Mais vous avez émis une super idée, je trouve génial, l'idée que vous alliez parler au Congrès américain. Bien sûr, ouais. Moi, je trouve ça vraiment génial. Absolument, ça aurait du style. Très très bonne idée. On va l'envoyer par fax. Moi, je trouve que Patrick, vous finirez au PS. Mais moi, je trouve que Patrick, il a vraiment brisé la glace. Ah, c'est beau. Mais ça ne peut pas être aussi bien qu'Inuit. Si quelqu'un a quelque chose d'intelligent à dire, c'est le moment où qu'il se taise à jamais. Alors, il faut lâcher ses coups. Non, vraiment, Patrick, j'aurais pas fait mieux. C'est vous. Pardon, Patrick. Je dirais face à la tyrannie potentielle, répondons par la démocratie. C'est ça qu'on a eu en civilisation occidentale depuis des millénaires. Bravo, quelle classe. Excellent. Ah, j'adore. Vraiment, c'est très fort. Il nous a un peu séché. On ne peut pas faire mieux, là. Pas mieux comme au chiffre lettres à l'époque. Si vous deviez, je sais pas, proposer des ministres pour rejoindre le Groenland, ce serait qui chez vous, Patrick? Des ministres de chez nous, du Groenland? Bah oui, non mais de chez nous en France pour aller au Groenland. Je pense que de nombreux Français, et c'est pas forcément des ministres d'ailleurs, je pense que tous ceux qui, par exemple, ça va vous parler plus, parce que vous connaissez moins, il y avait Paul-Émile Victor qui connaissait bien notre région. Je pense que vous avez tous vu le film Le Dernier des Mohicans, et quand on parle de civilisations qui peuvent s'effondrer ou de cultures qui peuvent disparaître et qui sont des cultures primaires et qui sont nécessaires à la vie et à la terre autant que d'autres, eh bien, je pense que chaque Français, parce que finalement, liberté, égalité, fraternité, ça rejoint cet idéal-là aussi. C'est universel, c'est pas un béret basque, c'est pas une baguette, c'est aussi des choses qui sont universelles et ça existe. Dans un monde où on nous dit qu'il n'y a que la cupidité, laissez-nous un horizon qui est meilleur pour nos âmes entières. Parce que moi je pensais vous envoyer Ségolène Royal, ce que propose Maxime.
Évitons. Les peuples premiers, non mais c'est magnifique parce que elle n'a pas laissé une bonne impression au niveau des pôles. Ouais, c'est ça. Vous avez raison sur les peuples premiers, c'est juste extraordinaire. Vous avez vu qu'il y a une réforme. Alors les Canadiens respectent profondément les peuples premiers, ce qui n'est pas du tout le cas des États-Unis. Les Canadiens ont vraiment. Et vous avez vu ce qui est en train de se passer aux États-Unis, mon cher Patrick, pour la première fois de l'histoire. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, une femme amérindienne, Paulette Jordan, est en passe de devenir gouverneur. Et ça n'est jamais arrivé. Ça, et je suis très très heureuse de cela. En tout cas, monsieur le Premier ministre du Groenland n'est vraiment pas manchot. Ouais, mais lui, il va faire des vannes toute la semaine. Parce que tu sais pourquoi? Parce que c'était Inuit. Je me suis fait griller par Françoise. Moi, je pense que ça sera un bon. Le Groenland, ça sera une très belle terre d'accueil pour nous, parce qu'ici, pour l'instant, nous, on est au Groenland. Ouais, c'est bien aussi. C'est pas mal. Dans cette. Jean Dorido, pas de vanne? Non, écoutez, j'ai un tel niveau, là, à ma droite, à ma gauche, que là, vraiment. Mais j'attendais ta contre-pétrie, tu vois, avec Groenland, Danemark. Je dis Patrick, bravo! Bravo, Patrick! Patrick, vous êtes le meilleur Premier ministre groenlandais, bien entendu. Vous êtes le bienvenu chez nous quand vous voulez. Et puis, merci en tout cas, c'était un très joli plaidoyer. Elle a raison, Françoise. Et dans un instant... Vous savez comment on dit bravo en danois? Non. Gudgit. Gudgit. Je viens de le voir. Gudgit. Il y a un rond au-dessus du A. Voilà. Vous nous avez mis un sacré coup sur la nuque. En fait, quand on les écoute, on comprend qu'ils aient fini à la radio. Je me dis que je suis un modèle, finalement. Patrick, on vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez. Et tout de suite, le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Ça va être encore intelligent ce jeu, je ne sais pas pourquoi. Qui c'est qui l'a dit sur le Groenland? Il n'est pas question d'avoir des forces déployées. Il est question d'accompagnement des Danois. Président Macron? Non. C'est une femme. C'est une femme. Laurent Berger. Ah mais non, mais c'est Catherine Vautrin. Bonne réponse. Parce que Vautrin ouvre les choses. On l'a fait à chaque fois. Oui, elle est excellente quand même. Elle fait sourire à chaque fois. Ministre des Armées, au cas où. Qui c'est qui l'a dit? Nous préférons le respect au brut, la science au complotisme et l'état de droit à la brutalité. Ah, c'est pas mal. C'est une dame, ça? Non, c'est un homme. C'est Jean-Noël Barrot, non? Non, c'est plus haut. Un homme français? C'est Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. Françoise de Gois. Qui c'est qui l'a dit? Il croyait que Pearl Harbor était une actrice de cinéma. C'est dans quel film? Ah, c'est drôle ça. C'est bon ça. Oh, un vieux film, enfin un vieux film, il n'est pas très vieux, qui a une trentaine d'années avec John Cleese notamment. Ouais. Mais c'était Le Poisson numéro 2 que j'ai revu hier soir. Absolument. Alors je regardais le film, j'ai entendu celle-là, je l'ai mis direct dans le clip. J'ai pris mon ordi devant la télé. C'était très bien. Votre vie nous passionne, je vous le dis tout de suite. Philippe, à vous. Qui c'est qui l'a dit? Le budget est un budget socialiste. Ah ben c'est Retailleau. Non, c'est Laurent Wauquiez. Non, porte-parole. Je me souviens jamais comment il s'appelle en fait. Il est élu en Normandie. Ouais. Oh là là. Vice-président de la région. Ils sauront pas. Bon, elle a trouvé le porte-parole. Oui, c'est Jonas Haddad. Ah oui, c'est vrai, je me souviens jamais de Jonas Haddad. Mais oui, d'accord, déjà qu'elle caracole en tête. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? Les femmes seront les égales des hommes le jour où elles accepteront d'être chauves et de trouver ça distingué. Je l'ai faite pour Jean-Christophe Couvi, celle-là. Ça peut être Philippe David, non? Non, c'est un niveau dessus, là. Elisabeth Badinter? Non. Bon, non. Non, quand vous allez voir la réponse, c'est pas le même style. Un très grand humoriste français. C'est vrai. Tim Seat? Non. Un très grand humoriste français? Oui. Qui n'est plus là? Pierre Desproges? Coluche. Ah là là, quel talent. Bonne réponse. Quand je lui dis, il faut que je mette une sur les... Voilà. Qui c'est qui l'a dit? Celle-là, je l'adore. Il faut avoir conscience de la profondeur de la question du sens. Ah, c'est bien, ça pourrait être De Vos, ça. Non, c'est pas un humoriste, c'est un homme politique. Ah bah ça, c'est du Raffarin. Non, c'est pas Raffarin. Ah bah j'ai dit Raffarin. Vous avez dit Raffarin? Je dis Raffarin. C'est lui, Ne parlez pas tous en même temps. The yes needs the no to win, the no again the yes. On s'en souvient de celle-là. La Panthérude, c'était en Inde, j'y étais avec lui en déplacement. Qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, t'es comme le C. Cédille de surf, t'existes pas.
Oh, ça c'est Brise de Nice. Ça, Bonne réponse. Ouais. Bah, On le est H à d'Hawaï combien aussi. là ? On est à combien là ? Alors, T'es comme le H d'Hawaï. Françoise Degois, 4 points. Jean Dorido, 2 points. Jean-Christophe Couvi, 1 Attention, point. je peux pas être une remontada là quand même. Qui c'est qui l'a dit ? Tout le monde doit être bilingue dans une langue et en parler une autre. Ah ouais, Ça, c'est drôle, ça. Non, c'est pas. Non, jamais 2 fois les mêmes dans Ça un peut être ça, c'est des délires de vol. Non, c'est pas un humoriste, c'est un homme politique. C'est un homme politique. C'est un homme politique. Qui riait pas beaucoup. Georges Marchais. Le cornu. Non. Plus haut. Pompidou. Non. De Gaulle. Non. Mais qui riait pas beaucoup. Enfin, qui était pas le. Il riait quand il se brûle. Alors attention. Tout le monde doit être bilingue dans une langue et en parler une autre. Attention, un indice. Au revoir. Oh, j'ai dit Giscard. le G est parti en premier. Ne criez pas. Vous allez effrayer les enfants. C'est un dialogue et c'est très drôle. T'es toujours avec ta copine ? Ah non, c'est plus ma copine. De toute façon, elle faisait culbuter par tout le monde. Mais c'est ma femme, bonne réponse. Grand classique. J'adore le dialogue. T'es toujours avec ta copine, c'est plus ma copine. Ah bah heureusement parce que heureusement elle couchait avec tout le monde. mais c'est devenu ma femme. Vous savez mariage d'enterrement avec Hugh Grant. Vous savez qu'on ne comprend rien de ce que vous dites. Non mais moi j'ai rien compris. Vous parlez entre vous, mais c'est voilà. Il y a des auditeurs qui nous écoutent, les amis. 4 mariages, un enterrement. D'accord. Eh bien écoutez, alors c'est la remontada de Jean Dorido. 4, 1. Ah bah oui, la police, que fait la police ? Et dernière question, dans la vie, il y a des hauts et des bas, il faut surmonter les hauts. Jacques Chirac. Et repriser les bas. C'est Jacques Chirac. Joli, sans le poteau. Sur le poteau, 5-4-1. C'est un schéma tactique de football. Voilà. Grande phrase de Jacques Chirac après sa 2e défaite à la présidentielle. Il dit ça à Jean-Louis Debré qui vient le voir dans son bureau. C'est Jean-Louis Debré qui m'avait raconté ça. L'autre est Debré est plus déprimé que Chirac et Chirac lui répond cette phrase. Et en fait, la 3e sera la bonne. Il était fortiche quand même. Il avait le sens de la formule. Ouais, il avait surtout une résilience hors norme, Jacques Chirac. Hors norme. C'est vrai. Dans un instant, les amis, la petite phrase du jour, c'était ce matin chez Jean-François Aquili, qui était l'invité politique. C'était Vincent Jeanbrun, ministre du Logement, au micro de notre Jean-François. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons David, Cécile de Ménibus. Et je remercie tous ces auditeurs qui aujourd'hui nous ont appelés au 0826 300 300. Vous étiez passionnants, vraiment. Ah, c'était super. J'adore, moi, vraiment, franchement. on adore. Vous avez des choses à dire. On est très heureux de vous ouvrir l'antenne, en tout cas, parce qu'on sent que l'actu vous intéresse, que c'est votre quotidien, que c'est notre quotidien. Ils ont une pensée, une culture vraiment formidable. Et autour de cette table, Françoise Degois, Jean-Christophe Couvi, Jean Dorido, et tout de suite la petite phrase du jour. Les vraies voix Sud Radio. Et c'était donc au micro de Jean-François Aquili ce matin, l'invité Vincent Jeanbrun, ministre du Logement. À quand l'expulsion des délinquants des logements sociaux ? Il y a cette idée dans l'air. Hein. C'est mon combat. Qu'est-ce que vous proposez ? Je pars du principe que c'est une très bonne chose qui a été permise par la loi de narcotrafic. Mais au fond, ce qui est terrible et incompréhensible, c'est que vous êtes condamné pour trafic de drogue. On peut immédiatement vous expulser. Vous avez passé à tabac à coups de batte de baseball vos voisins, vos voisines. Là, c'est pas la même procédure. Moi, je suis pour que tous les faits graves, tous les crimes graves puissent être comptabilisés et que on ne bénéficie plus de la solidarité nationale. Ouais, c'est une vraie question, Jean-Christophe Couvi. Oui, après, il faut donner le plancher, en fait, à partir d'où on expulse les gens, etc. J'imagine, en fait, trafic de drogue, c'est les assises, c'est un crime, ce qu'on dirait comme un crime, alors que non, si vous faites partie d'un... Non. Mais si on considère qu'avoir un logement social, il faut être exemplaire, où commence l'exemplarité ? Exactement, et c'est à partir de là, et là, c'est une réponse politique, à savoir où on commence la contravention, quand même, le plancher. On peut fermer les yeux. Non, pas la contravention, mais vraiment sur des délits graves et des crimes. Alors oui, je suis pas contre parce qu'effectivement, et aussi pour les voisins ont besoin de respirer. Surtout les voisins, parce que les voisins ont besoin de respirer. Et effectivement, certains vivent sur l'effort de la communauté. Et donc en fait, on peut pas critiquer. Moi, quand j'entends dire nique la police, nique la France, nique tout, comme je dis, dans ces cas-là, nique les hôpitaux gratuits, nique le RSA, nique tout. Alors dans ces cas-là, et on peut pas vivre d'aide sociale et de largesse
si en même temps on ne respecte pas les lois de la République et ses voisins. Ça s'appelle le respect. Après, d'abord, ça c'est des provoques, nique machin, ni truc. On l'entend tous les jours. Mais je suis d'accord avec vous. Non, mais après, la question de l'expulsion, c'est que bien souvent, ces gens-là sont des lâches et se cachent dans la maison de leurs parents ou de leurs frères, etc. C'est-à-dire que quand vous commencez à vouloir expulser, vous touchez même à l'économie même d'une famille qui, bien souvent, contrairement à, et ça vous le savez très bien Jean-Christophe, les enfants, ou en tout cas échappent, si vous voulez, à leurs activités, échappent à la famille entière. On a toujours quand même ce problème de toucher une personne, c'est une chose, mais c'est toucher tout le système dans lequel elle vit, et ce système n'est pas forcément comptable de cela. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr, si on ne peut pas justifier que la famille bénéficie, par exemple, du narcotrafic, oui, effectivement. Vous voyez, c'est ça, mais c'est par la nuance, exemple, en fait. les femmes battues, par exemple, ce serait normal que les hommes puissent... Je suis d'accord avec vous, c'est très subtil, en fait. Ce qui me choque dans la petite phrase, c'est l'exemple, qui apparemment est vraiment issu du terrain, parce que c'est un fait, il y a des cages d'escalier où il y a des types qui terrorisent tout le monde, des gens ultra violents qui cognent leurs voisins, et c'est quand même dingue que ces gens-là ne soient pas expulsés. À la limite, même le narcotrafic, je veux surtout pas le soutenir, voilà, Dieu me préserve. Pour autant, c'est moins dérangeant pour le voisinage si le type a des activités. Sinon, on ne parle pas d'un four. Imaginez un type qui est trafiquant de drogue, qui a des activités illégales et qui est un voisin courtois, c'est moins problématique que des personnes qui terrorisent des immeubles entiers en étant ultra violents, en hurlant dans leurs apparts. Pourquoi on ne peut pas expulser? En général, les gens qui sont trafiquants de drogue, ils sont pas courtois avec leurs voisins, etc. À mon avis, ça les cumule. Ceux qui sont courtois, vous les voyez pas, c'est pas marqué dessus, je vous signale. C'est des gros bonnets, c'est comme le tueur en série, il était tellement sympa, mon voisin. On entend combien de fois? Les gros bonnets du narco, ils sont pas dans des logements sociaux. Ils sont à Dubaï et ailleurs, ils ne sont pas dans les logements sociaux. C'est les petites mains qui sont dans les logements sociaux. Donc, non, mais c'est vrai, mais ce que vous disiez, Cécile, sur les nuances qu'on peut mettre, en fait, c'est une bonne idée, mais si elle est nuancée, voilà, si effectivement elle est nuancée, si la famille, si elle est fléchée, si la famille ne vit pas comment dirais-je, des infractions, si vous voulez, de la personne, oui, mais attention à ne pas systématiser en disant on expulse, parce que parfois vous retrouvez à expulser des mères qui élèvent des mômes toutes seules, et il y a le chat noir de la portée qui fait que des conneries, et alors que tous les autres mômes, par exemple, font des études. Moi, je connais bien ces schémas-là. Vous avez même des ministres. Vous avez même des ministres dont toute la famille, si tu veux, va bien, sauf un qui déconne. Donc, ministre issu de l'immigration, etc. Honnêtement, on connaît ça. Oui, François, c'est vrai. Maintenant, c'est un fait aussi. On l'a vu combien de fois dans des cités, notamment. Enfin, moi, je connais la région parisienne plus que le reste. Des familles entières qui vivent du narcotrafic, qui terrorisent tout le quartier, et certains maires à moitié complices qui par clientélisme ne font rien. Ça s'est vu beaucoup en région parisienne. Vous avez raison. Allez, merci en tout cas. Merci Françoise, merci Jean-Christophe Couvi, merci Jean Dorido. Dans un instant, François-Louis Bourneau et Philippe David. C'est cette émission où vous pouvez tout dire. La libre antenne, absolument. Les vraies voix font parler la France, Cécile. On va parler, c'est un drame, cette élève de 17 ans qui a mis fin à ses jours sur les rails du train. C'est absolument terrifiant. Vous avez été nombreux à nous appeler pour parler de harcèlement scolaire. Vous avez été victime de harcèlement scolaire. Vous avez des enfants qui ont été ou qui sont victimes de harcèlement scolaire. Venez témoigner puisque vous nous avez beaucoup demandé ce sujet. On parlera des agriculteurs également qui manifestaient aujourd'hui à Strasbourg, où il y a le Parlement européen, faut-il le rappeler. Vous êtes agriculteur, vous soutenez les agriculteurs, vous dites que c'est vraiment le baroud d'honneur ou pas. Appelez-nous également au 0826 300 300. Et vous nous avez alerté sur un gros problème, les suppressions d'emplois dues à l'IA, l'intelligence artificielle, qui se multiplient. Vous nous avez alerté, et moi j'en vois un à côté de quelqu'un de proche de moi à qui ça arrive. Eh bien venez témoigner également au 0826 300 300. Mais tous les sujets sont permis, vous le savez Cécile, parlons vrai. Parlons vrai, effectivement, jusqu'à 20h, et on se retrouve avec Philippe David et toute la bande demain à partir de 17h. J'en profite pour remercier Maxime, Antoine, François, Louis,